Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Bonneville T100 de 2020 bridée pour le permis A2. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, comme habituellement, grâce à l'un de mes abonnés, je peux vous présenter une nouvelle machine. Merci encore à lui d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Donc si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous aviez probablement déjà vu les tests des Triumph Street Twin de 2017, si je ne me trompe pas, et de la même année, de la Street Cup, qui était une version café racer un petit peu plus sport. Aujourd'hui, on est sur la même lignée de machines, et il s'agit d'une Triumph Bonneville T100, donc finalement presque les mêmes motos, mais là avec un habillage vraiment vintage qui rappelle ce qui se faisait dans les années 60-70. Donc vous pouvez voir qu'esthétiquement, pour accentuer le côté vintage, on a des roues à rayons, on a également une selle un peu plus plate. La machine est aussi dans une finition très chromée. Et esthétiquement, le réservoir n'est pas le même que sur les deux autres machines que j'ai pu tester précédemment. Enfin, beaucoup de petites pièces finalement qui changent vraiment le look de cette machine, même si techniquement, ça reste quasiment la même moto que les autres. Donc premièrement, concernant le moteur, il s'agit toujours d'un 900 cm3, un bicylindre en ligne à refroidissement liquide et injection. Celui-ci développe normalement 55 chevaux, donc la même puissance que sur les autres machines que j'ai pu tester. Aujourd'hui bridé à 47,5, donc vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence entre une bridée et une débridée. Donc 55 chevaux pour 900 cm3, on peut vraiment se dire que c'est pas grand chose, mais finalement c'est normal, car ce moteur est une version, ils appellent ça HT pour High Torque. C'est une moto qui est conçue vraiment pour être utilisée à bas régime. On a le couple maximum, donc 80 Nm si je me souviens bien, vers 3200 tours. Donc on a vraiment les performances moteurs dès les plus bas régimes. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est, on va dire, d'origine, mais il y a pas mal d'accessoires qui étaient en vente directement au catalogue de Triumph à l'époque. Donc déjà, vous voyez qu'esthétiquement, des barres de renfort, enfin de protection, ont été rajoutées sur les côtés, des barres chromées. On a aussi des barres chromées qui servent de support pour des valises. Aujourd'hui, elles ne sont pas présentes, les valises. On a aussi un support de bagages chromé également à l'arrière. Et devant moi, on a un pare-brise. Donc tout ça, ce sont des pièces officielles de chez Triumph. Concernant la prise en main de cette machine, c'est toujours autant un bonheur pour moi, car on retrouve la position quasi parfaite selon mes critères. La selle n'est pas trop haute, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais il s'agit d'une selle confort qui était également distribuée par Triumph. Donc la position fait qu'on est très droit, le guidon de nouveau chromé est très large, recourbé vers le pilote, on a un excellent bras de levier et notre buste est totalement à la verticale, on n'est pas penché vers l'avant, on a presque une position de trail. Les repose-pieds sont position neutre, donc de nouveau c'est extrêmement intuitif, extrêmement facile. Et il ne faut pas oublier que dans les années 60-70, la plupart des motos avaient une position comme ça. Et je comprends que certains aient eu envie de retrouver cette position, car c'est vraiment quasiment ce qui se fait de mieux. D'ailleurs, ça me permet, si nécessaire, de prendre les infos autour de moi facilement. Vous voyez que si je veux me retourner, je peux le faire sans lâcher le guidon. On a aussi les rétros d'origine, qui sont encore chromés. Les rétros sont par contre un tout petit peu trop petits selon mes critères. On a facilement un tiers, voire la moitié des miroirs qui sont pris par nos bras. Ça, c'est un peu dommage. Là, vous voyez, donc je m'arrête, pied complètement à plat, et l'autre, même chose. Donc même si comme moi vous ne mesurez qu'1,70 m, vous n'aurez vraiment aucune difficulté. Allez, on accélère. J'aime beaucoup la sonorité rauque qu'on a dès le départ. Vous voyez que sur cette machine, on a un échappement de chaque côté
un échappement chromé avec un style un peu saucisson. Franchement, c'est très très joli, ça participe à l'esthétique de cette T100. Et c'est pas non plus trop fort, c'est juste ce qu'il faut. Ici, on sort de l'agglomération, j'accélère un petit peu, ça vibrote un peu. Bon, par contre, même si la sonorité de l'échappement, quand on l'entend, est plutôt sympa, dès qu'on dépasse les 70, on a tellement de vent en pleine tête qu'on n'entend plus rien d'autre que le bruit de l'air. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça donne pour vous au niveau du micro, mais je pense que ça doit être assez vite pénible. La bulle devant moi, finalement, elle ne protège que le torse. La tête est directement soumise aux éléments et je me demande même si c'est pas contre-productif. Je pense qu'en final, j'en aurais moins en pleine tête s'il n'y avait pas eu cette bulle. Je vais essayer de me mettre debout pour faire un test. Et finalement, ouais, j'ai beaucoup moins d'air sur le visage lorsque je suis debout que lorsque je m'assois. On dira que ça fait un genre d'entonnoir à air pour me le rediriger directement sur moi. J'aime pas du tout cette bulle. Bon, maintenant, j'arrive sur le passage à basse vitesse. Comment ça se passe avec cette machine? Ouais, vraiment, ce que j'adore toujours autant avec ce genre de moto, c'est à quel point c'est facile et instinctif. C'est très certainement aussi grâce à la taille des pneus. À l'avant, on a une roue en 18 pouces en 100, si je me trompe pas. Et à l'arrière, c'est un 150, donc, mais en 17 pouces. C'est les mêmes tailles hein, que sur les deux autres que j'avais pu tester précédemment. Et finalement, on sent pas du tout le poids de la moto, car elle est donnée pour 225 kg tout plein fait. C'est tout à fait imperceptible dès qu'on est en route. Bon les amis, nous sommes ici comme d'habitude pour tester l'accélération. Aujourd'hui, la route est sèche, mais vous voyez qu'il y a quand même encore des traces un peu de terre. Je vais rester méfiant. Je rappelle donc que cette moto est donnée pour 47,5 chevaux vu qu'elle est bridée pour le permis A2, 225 kg plus moi dessus. Il y a un traction control qui est activé actuellement et bien sûr il y a également l'ABS. Allez, c'est parti, let's go. Ah, cette sonorité, écoutez-moi ça. C'est parti. Et je ralentis. Donc de nouveau, hein, les performances sont sympas. C'est pas fulgurant, hein, c'est une machine pas très puissante. Mais cette sonorité, ces vibrations, j'aime vraiment beaucoup ce moteur. Moi j'aurais juste enlevé la bulle. Allez, je m'arrête ici, on va vérifier si ça braque bien. Donc de mémoire, sur les précédentes que j'avais testées, j'étais un peu sorti. Voyons si celle-ci a un angle de braquage différent. Personnellement, je pense que ce sera exactement la même chose. Et... ah, finalement, ça passe. Alors, soit je ne m'étais pas placé exactement de la même façon les fois précédentes, soit celle-ci braque un tout petit peu mieux. Là, je ne suis pas sorti, ça va en termes d'angle de braquage. Bon, de nouveau, on va refaire une accélération et ensuite je vais tester le freinage. Allez, let's go. Voilà, j'arrive à 100. Maintenant, frein arrière, ça freine assez peu. Le frein avant est beaucoup plus performant, bien sûr. Mais par contre, vous voyez que c'est extrêmement mou. Et le problème, c'est que c'est pas constant sur le freinage. J'avais déjà très clairement critiqué le frein sur les Street Twin et Street Cup. Et bien là, c'est exactement la même chose, hein. À l'avant, on a un seul disque
Et je sais pas d'où vient le problème, si c'est le mètre cylindre ou quoi, mais à chaque fois j'ai cette sensation spongieuse. C'est pas super efficace. Au début ça freine pas trop mal, et malheureusement plus on freine fort, plus ça devient spongieux et moins on a l'impression que c'est efficace. C'est un peu dommage. Après, en roulant cool, hein, ça reste suffisant, mais pour moi ça reste le point faible de cette gamme de machines, hein. Allez, ici je freine uniquement au frein arrière. Ouais, il faut appuyer quand même assez fort, hein, pour que ça freine un peu de l'arrière. Dans ce rond-point, ça se penche tout seul avec ses petits pneus. Prise d'info impeccable et je réaccélère. Donc souvent je passe mes rapports vers 4000. Et je pense en fait que cette bulle me renvoie tellement d'air sur moi que ça me donne l'impression d'aller plus vite que ma vitesse réelle. Je suis tout de suite tellement ballotté, j'ai l'impression d'être à 200 alors que je suis à 90. Alors, au niveau des commodos, sur la gauche, on a bien sûr ce qui gère l'éclairage. On a aussi un bouton info pour faire défiler les différentes informations du tableau de bord. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton pour les feux de détresse. Le compteur, lui, est une très belle pièce chromée. On a deux cadrans à aiguille, un pour la vitesse, l'autre bien sûr pour le compte-tour. Dans chacun des compteurs, on a un petit écran à cristaux liquides. Celui de gauche vous donne le rapport engagé, vous avez l'odomètre, les tripes. Vous pouvez avoir la conso instantanée et moyenne et une horloge. Sur celui de droite, vous avez votre jauge de carburant et le nombre de kilomètres que vous pouvez parcourir avec ce que vous avez comme carburant. Donc finalement, on a le look vintage qui va très bien avec toutes les infos qu'on sera en droit d'attendre sur une moto moderne. Nous voilà de retour en ville. Et la plupart du temps, je suis vraiment à très bas régime, hein. Vous voyez que j'évolue entre 2 et 3000 tours et ça me permet, si nécessaire, de repartir instantanément car je suis déjà au maximum du couple. Donc ça rend la conduite très plaisante. Alors j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en écartement, ça c'est pas mal. Maintenant, j'arrive sur une zone pavée. Comment ça bouge? Ouais, ça filtre bien les vibrations. Je vais maintenant faire un test de souplesse. Donc là, je suis en deuxième à 30. Ça passe. Troisième à 30, ça passe. Ouais, le seuil de souplesse, c'est 1600-1700 tours. En dessous, ça reprend pas. Ça reste tout à fait acceptable, hein, pour un bicylindre en ligne. De toute façon, le mieux, comme je vous l'ai dit, hein, c'est toujours essayer de rester entre 2 et 3000 tours pour avoir un moteur hyper performant, hyper agréable. D'ailleurs ici, je sors de l'agglomération, je suis dans une forte pente, je suis en deuxième à 3000 tours, j'accélère à fond. Vous voyez que ça reprend vraiment très bien, on remonte à 90 très vite. Et vu que c'est un moteur fait pour le couple, hein, vous l'aurez compris, ça monte jamais très haut dans les tours. En utilisation normale, c'est très rare qu'on dépasse les 5000. Hein. Maintenant, nous voilà sur un Dodane. Alors c'est plutôt ferme. À l'avant, on a une fourche classique avec des soufflets pour se donner un look vintage. À l'arrière, c'est un amortisseur de chaque côté et c'est réglable uniquement en précharge. Ouais, c'est un peu raide, hein. Ça me surprend parce qu'en plus les suspensions à l'arrière actuellement elles sont réglées au plus souple. Là je vais essayer de prendre ce Dodane à 40. Ouais, c'est beaucoup plus ferme que ce à quoi je m'attendais. C'est un peu surprenant. Je me serais attendu à quelque chose de plus confortable sur une machine avec ce look. Allez, on accélère un peu. Alors
sur ce modèle, on a une boîte de vitesse à 5 rapports. Et parfois, elle est un petit peu capricieuse. C'est pas que les rapports passent mal, c'est juste qu'on est obligé de forcer un petit peu. Finalement, ça donne vraiment l'impression, à certains moments, d'être vraiment sur une machine ancienne. C'est pas aussi fluide que ce qu'on pourrait croire. Ici, maintenant, une petite succession de virages. De nouveau, vous voyez que c'est humide. On va rester méfiant. De toute façon, comme d'habitude, il n'y a pas besoin de monter haut dans les tours pour que ce soit agréable avec cette machine. Là, un petit freinage. Il y a quand même un peu de transfert de charge, hein. On sent bien la fourche à l'avant qui s'enfonce. Mais ça reste tolérable, hein. Rien de vraiment dangereux ou pénalisant. Dans les virages, ça incite presque à sortir un peu le genou. Finalement, on peut rouler un peu vite avec cette machine. Mais là, je pense que, de nouveau, ce qui me donne vraiment le sentiment tout de suite d'aller un peu vite, c'est d'avoir énormément d'air en pleine tête. Quand je regarde le compteur, je me dis, ah bon, je suis que à cette vitesse. J'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite. Encore un petit rond-point, ça se bascule vraiment sans difficulté, c'est rassurant. Je réaccélère pour suivre les autres. Et je le redis, hein, dès que j'arrive à 90, j'ai l'impression d'être presque à trop haute vitesse tellement j'ai d'air. Bon, sinon, vous voyez que c'est largement suffisant en termes de performance, hein. Je rappelle qu'elle est bridée pour le permis A2. Et ne soyez pas, comment dire, craintif face à la fiche technique. Elle peut sembler lourde, 225 kg, mais franchement, on ne sent pas vraiment le poids dès qu'on est en route. Avec ses pneus très fins, c'est très vif, très facile à emmener. Et en plus, vu que le couple arrive très vite, bah, on n'est pas vraiment pénalisé. Ça marche toujours très très bien. Après, bien sûr, je me doute qu'une fois débridé avec une dizaine de chevaux de plus, ça doit quand même être encore un petit peu plus agréable. Allez, ici on va dépasser. Et vous voyez de nouveau, hein, vu que je suis tout le temps à 3000 tours, les dépassements, les réaccélérations sont vraiment super simplifiés, hein. On n'est jamais en train de se dire est-ce que ça va être compliqué, est-ce qu'il faut que je change de rapport. La plupart du temps, on sait qu'on est quasi forcément déjà sur le bon rapport. Donc comme d'habitude, on va maintenant faire un petit passage autoroutier. J'espère que les travaux sont finis, on verra bien. Ah, visiblement non, il y en a encore un peu. Je vais me coller derrière ce poids lourd. Heureusement, la prise d'info est vraiment facile. Je vais dépasser. Par contre, forcément, sur l'autoroute, la protection est encore amoindrie. On a énormément d'air sur les bras, sur les jambes. Ça devient vraiment désagréable. Bon, malheureusement, vu les travaux, je ne vais pas pouvoir faire un test de reprise ici. J'essaierai de faire ça ailleurs. Bien, nous voilà maintenant sortis de l'autoroute. C'est nettement plus agréable. Vous l'entendez très certainement au micro. Pour revenir un peu sur l'esthétique, c'est une moto néo-rétro, donc forcément on a un gros phare rond chromé. L'éclairage se fait bien sûr via une lampe halogène. Les clignotants à l'avant sont chromés également, mais c'est du plastique. À l'arrière, je crois que ce sont les mêmes. Et vous voyez que le feu à l'arrière semble lui aussi en plastique. Franchement, c'est peut-être le point que je regrette le plus sur une moto à ce prix-là. C'est qu'il n'y ait pas plus de vrai chrome. On a quand même quelques pièces en plastique. Allez, de nouveau ici un petit freinage. Ouais, je le redis, en situation réelle, c'est suffisant. Ça devient surprenant uniquement quand il faut freiner d'un seul coup beaucoup plus fort. On se dit mais pourquoi faut que je tire autant sur le levier?
Donc maintenant les amis, on va essayer de faire ce test de reprise. Donc je monte à 90, je me mets en 5 et j'accélère à fond. Et vous voyez, ça reprend de la vitesse. Par contre le bruit est juste intolérable dans mon casque. À 120, je sens obligé de hurler pour juste entendre ma voix. Ah, je me mets debout, c'est insupportable cette bulle. Bon, de toute façon, vous l'avez compris, en termes de performance, il n'y a vraiment rien à dire. Pour un véhicule bridé pour le permis A2, c'est quand même très très bien. Et surtout beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait croire. Maintenant qu'on a vu les aspects dynamiques, il faut aussi qu'on parle des aspects pratiques. Et malheureusement, ceux-ci sont très 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 limités. Vous pouvez démonter la selle, malheureusement en dessous de celle-ci il n'y a aucun rangement, rien du tout. Vous avez juste une petite prise USB. Je sais que sur sous un des caches latéraux, vous avez pareil une clé. C'est pas des outils, c'est un outil. Donc en termes de rangement d'origine, il n'y en a pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le propriétaire a rajouté les supports pour des valises ainsi que le porte-bagages à l'arrière. Si vous souhaitez rouler avec un passager, je pense pas que ce soit un problème. La selle est large, elle est assez plate, donc le passager ne vous tombe pas dessus. Donc sur ce modèle, vu que c'est un moteur qui s'utilise essentiellement à mi-régime, bas régime, ça consomme pas énormément. La conso officielle est annoncée à 4 litres au 100 pour ce modèle. D'ailleurs, si vous l'avez déjà expérimenté sur de gros trajets, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires quelle est votre consommation réelle. Donc les amis, que retenir de cette Bonneville T100? Eh bien, je trouve que c'est un bon véhicule. Moi, le seul vrai reproche que j'aurais à faire sur cette machine, et je dirais même sur l'ensemble de cette gamme, à chaque fois, c'est le tarif. C'est très cher pour des véhicules qui en plus ne sont plus construits en Angleterre depuis longtemps. Donc c'est vraiment cher payé, je trouve. Actuellement, il existe toujours une Bonneville T100, mais un petit peu plus puissante. Et elle est vendue pour 11 500. Un modèle comme je vous présente aujourd'hui, avec assez peu de kilomètres, en parfait état et quelques options, eh bien ça vaut encore facilement dans les 9000 €. Et malheureusement, un tarif aussi élevé d'occasion, on sera en droit de se demander s'il n'est pas plus logique d'acheter du neuf sur d'autres marques. Après, je me doute que pour beaucoup, l'aura de la marque Triumph et du nom Bonneville, de toute façon, ne sont pas remplaçables par d'autres modèles. Et je pense d'ailleurs que c'est là-dessus qu'ils jouent pour justifier leur prix. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Bonneville T100 de 2020 bridée pour le permis A2. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous avez des informations à rajouter concernant ce modèle, pareil, utilisez l'espace commentaire. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette moto de s'être déplacé jusqu'ici en Normandie pour que je puisse vous la présenter. C'est super sympa de sa part. Je reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on se retrouvera dès la prochaine publication d'un test. A bientôt et bien à tous. Bon, maintenant, vu que j'ai testé quand même 3 motos quasi identiques de la même gamme, on sera en droit de se demander mais laquelle est la meilleure? Eh bien pour moi, ne serait-ce qu'en termes d'esthétique, c'est clairement la Street Cup que je privilégierais. C'est la plus jolie, la plus fun et aussi une des plus rares vu qu'elle ne s'est pas vendue pendant très longtemps.